Ces paradoxes de la maternité, ils ont le potentiel de nous rendre fous, je crois, parfois. et, et ce qui est tellement difficile, je crois, dans cette période-là, c'est qu'on n'a pas accès à la plupart de nos stratégies d'adaptation. Et pire, on n'a pas accès à nos ressources, parfois. Souvent. Souvent. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le 3e et dernier de notre série sur le trauma développemental. Si tu es sur YouTube et que tu me vois en vidéo, tu vois que je n'ai pas le même setup que d'habitude. Ça va être un épisode très intime, alors je me suis dit que j'allais tester un setup un petit peu plus intime et c'est un setup vidéo qui me permet d'être en autonomie. Je l'avais posté sur les réseaux sociaux, ça nous permet de ne pas être à deux derrière la caméra, etc. Et c'est tellement plus facile avec un petit bébé. Donc voilà, normalement le son, la vidéo sont de grande qualité, on s'est arrangé pour. Donc voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode spécial. J'ai commencé l'écriture de cet épisode en sachant que j'allais être interrompue. Tantôt par la douleur, on en parlera. Tantôt par Lila. D'habitude, j'aime écrire d'une traite, mais les choses ont changé et je remercie ma fondation de régulation qui me permet de m'adapter et mes facultés mentales aussi, qui suivent, plus ou moins parfois. Postpartum quand même. Pourquoi j'ai voulu commencer l'écriture de cet épisode maintenant ? Un épisode qui sortirait que dans quelques mois. Mais pourquoi j'ai voulu commencer l'écriture ? Là, au moment où je le publie, j'ai commencé l'écriture il y a des mois déjà. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas oublier. Tous les contenus qu'on trouve sur les réseaux, sur internet, dans les livres, sur la grossesse, sur le postpartum, sur l'accouchement, ont bien souvent été créés des mois après les faits. Et la mémoire humaine est ainsi faite. On reconsolide les faits. On sait que la mémoire n'est pas fiable. Et si tu veux aller plus loin là-dessus, je te renvoie à l'épisode 103 du podcast, si tu veux plonger dans le sujet de la mémoire. Donc, ces contenus sont altérés, souvent dans le sens de la relativisation et l'idéalisation aussi, un truc un peu bucolique de maintenant que je vois mon enfant en bonne santé et que j'ai retrouvé en grande partie l'usage normal de mon corps, voilà ce que j'ai vécu. Et je peux témoigner, à 6 semaines postpartum, que ces contenus sont faux, pour la majeure partie. Un avertissement, je l'ai dit, cet épisode, il va être éminemment personnel. Je l'ai intégré à la série sur le trauma développemental parce qu'une grande partie de ce qui se joue en termes d'attachement, et c'est ce dont on parle quand on parle de trauma développemental, de trauma préverbal, une grande partie de ce qui se joue en termes d'attachement a lieu in utero, comme on l'a vu, à la naissance et dans les premiers mois qui suivent la naissance. Cet épisode, il se veut être un témoignage et j'espère que des parents et surtout des mères le trouveront alors qu'elles sont peut-être qu'elles sont dans cette période-là ou qu'elles l'ont traversée puis que ça a laissé des séquelles dans ce qu'on peut vivre comme les affres du postpartum. Et j'espère que ces mères, elles m'écouteront et qu'elles pourront se dire « je ne suis pas seule », qu'elles pourront se dire « je vais m'en sortir », qu'elles pourront se dire « tout passe ». Et je vais essayer aussi de donner des pistes de régulation dans cet épisode en partageant avec humilité les choses que j'ai entreprises et qui m'ont aidée personnellement. Et cet épisode, il est intéressant aussi si tu n'es pas mère, père, parent, parce que comme d'habitude, je vais donner... je vais parler de comment on travaille avec les parts de soi, je vais parler de ce qu'on peut faire dans le programme RISE. J'essaye toujours de faire du lien, quel que soit le sujet. On revient toujours à notre sujet du système nerveux. J'avais une telle volonté de ne pas oublier mon expérience de grossesse et de postpartum que j'ai tenu un journal. Il y a vraiment une part de moi qui est, je l'appelle la part de moi qui veut que je fasse le travail de mémoire. Il y a vraiment une part de moi qui s'assure que je n'oublie pas.
que j'oublie pas. Et donc j'ai commencé à tenir un journal que j'ai commencé à écrire 2 mois avant l'accouchement, au moment où je suis arrivée en Italie, début octobre. Un peu moins de 2 mois avant d'accoucher. J'ai repris l'idée de Jenna Kutcher, qui est une femme que j'admire beaucoup, une marketing gourou aux États-Unis, mais qui est très vraie et vulnérable sur les réseaux, qui a beaucoup raconté de sa maternité justement. Et donc je lui ai piqué l'idée d'écrire à ma fille dans un journal qui fait déjà presque 30 pages à l'heure où je commence l'écriture de cet épisode, puis qui en fera beaucoup plus quand il sera publié. J'aime beaucoup cette idée, donc je la partage aussi ici. Par où commencer ? Dans l'ordre, j'imagine, en donnant un peu de background sur mon histoire, parce qu'on arrive dans une grossesse avec une histoire, hein, avec 2 histoires en fait, avec 2 histoires familiales, transgénérationnelles aussi, et on part pas d'une page blanche. Et nous, c'est sûr, on partait pas d'une page blanche, puisque Lila, c'est le premier enfant qui est arrivé sur Terre, mais c'est pas le premier enfant qui s'est invité dans mon ventre. En novembre 2021, donc pile 3 ans avant la naissance de Lila, on apprenait que ma grossesse s'était arrêtée. C'était lors de l'examen des 3 mois. Et je me souviens de ce rendez-vous à la maternité, en fin de journée, il faisait déjà nuit. J'étais arrivée en courant parce que je trouvais pas la salle du rendez-vous. J'habitais encore en Slovénie à ce moment-là, donc tout était en slovène dans l'hôpital, je comprenais rien. Et je me souviens de ces quelques secondes qui m'ont paru une éternité. Ces quelques secondes que le médecin a passé à regarder l'écran, sans trouver le bébé, et puis cette phrase... Est-ce que ce bébé a déjà été vu ? Les secondes qu'on suivit et puis le verdict, c'est une fausse couche. Et ces quelques secondes, elles m'ont hantée pendant des mois, des années même, puisque j'ai attendu 2 ans avant de retomber enceinte. J'ai vraiment attendu de sentir à nouveau le désir d'enfant. On sait que le deuil n'a pas de timeline, hein. Et le mien, il a été long. Et je ris, alors je ris jaune, hein, parce que les conseils non sollicités, c'est pas très agréable sur le moment. Mais... je ris en pensant à ce que les femmes un peu plus âgées de la famille me disaient « Ah, t'es jeune, tu vas retomber enceinte tout de suite. Et si j'ai pas envie ? Et si mon corps, il est pas prêt ?» Et je me revois ce soir-là ensuite traverser le parking sous la pluie pour rejoindre la voiture et puis, voilà, incrédule, en larmes aussi, bien sûr, dire à Mathilde s'il n'y a plus de bébé. Et on a fait un petit cut ici dans l'épisode parce que même 3 ans après, je ne peux toujours pas le raconter sans pleurer. Quand je parlais des choses qui laissent des séquelles. Je raconte cet épisode et je précise que c'était la nuit parce que ça aurait une importance dans le choix du lieu de naissance de Lila, donc ça a une importance pour la suite de l'histoire. Notre histoire découle toujours de l'histoire. Hein. Ma grossesse, mes 4 voire 5 premiers mois de cette deuxième grossesse, ils ont été très marqués par mon histoire. Les 3 premiers mois, j'étais souvent dissociée. Je m'autorisais pas à laisser entrer la joie, ni même la réalité de cette grossesse. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre, c'est trop dangereux. Je pouvais pas traverser à nouveau ça. J'avais l'impression que j'allais mourir, si c'était le cas. Mon cerveau, il se préparait sans cesse à toutes les options. Et puis ensuite, une inquiétude en remplaçant une autre, hein, parce que ici, dans le podcast, on connaît la théorie polyvagale et on sait que l'histoire suit l'état, comme dit Deb Dana, donc les histoires que nous raconte notre cerveau. Et du coup, les inquiétudes qu'on a, c'est des histoires qu'on se raconte, découlent de l'état du système nerveux dans lequel on est. Et donc, voilà, il y avait beaucoup d'énergie de survie dans ces premiers mois de grossesse pour moi. Une inquiétude en remplaçant une autre, jusqu'à l'examen des 5 mois. Alors au début, c'était vraiment est-ce que je vais perdre le bébé, etc. Et puis ensuite, c'était... j'avais sans cesse la possibilité d'une maladie en tête, peut-être qu'il y a une malformation, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que je vais devoir faire un choix, garder l'enfant, interrompre la grossesse. Voilà, j'étais beaucoup en proie à ce type de pensée, jusqu'à l'examen des 5 mois, où là c'est cet examen où il regarde toutes les parties du corps, le cœur, la tête, etc. Et puis là où, voilà, en regardant toutes les parties du corps, il y a eu ce verdict, on va dire, enfin, le médecin qui a dit tout va bien, le gynécologue. Et là, pour moi, ça a été vraiment un soulagement. J'ai senti vraiment un cap qui s'est passé à ce moment-là. Je pouvais à nouveau respirer, je pouvais penser à comment j'avais envie d'accueillir cet enfant. Et une chose était sûre, je voulais pas être dans la maison où on habitait en Slovénie. Le lieu, c'était très important pour moi. Cette maison, elle appartenait aux parents de Mathilde, de mon mari.
Et donc j'étais chez moi sans être chez moi. Et ça faisait un moment que je m'y sentais plus bien dans cette maison. Et puis j'étais très inquiète d'être envahie, de ne pas pouvoir poser de limites, d'être envahie parce que dans cette maison, voilà, qui était la mienne mais sans être la mienne, c'est difficile. Comment dire à quelqu'un tu peux pas venir chez toi? C'est pas facile. Et puis le contexte autour de ça, c'est que Lila, c'est la première petite fille de la fratrie, chez Mathilde comme chez moi, donc c'est la première petite enfant pour les grands-parents. La mère de Mathilde, elle attendait voilà, d'avoir des petits-enfants depuis des années, donc c'est son histoire, et en même temps, je savais que tout tournerait autour d'elle dès qu'elle serait née, et c'était beaucoup pour moi. Enfin, c'était trop, en fait, c'était trop. Et j'avais peur que Mathilde réussisse pas à poser ses limites avec sa famille. Je partage ça parce que je sais que c'est quelque chose. C'est une expérience très commune, hein. Les belles familles, on n'est pas de la même façon avec sa famille qu'avec sa belle famille quand un enfant naît, c'est normal. Et j'avais peur de ne pas être soutenue là-dedans. Et ça faisait un moment que je voulais déménager de toute façon de l'autre côté en Italie, parce qu'on n'habitait pas loin de l'Italie, ce qui était une bonne solution. Comme ça, on se déracinait pas complètement, on pouvait être proche de la famille, ça nous permettait aussi d'être soutenus, parce que je voulais pas être seule. Je sais qu'il faut un village pour élever un enfant, et ça mettait quand même un peu de distance géographique entre nous, puis ça me permettait vraiment d'affirmer, voilà, ça c'est chez moi. Donc on a déménagé 2 mois avant l'accouchement, ça a amené un peu de stress avec la recherche d'un appartement et tout ça, mais voilà, une fois que j'avais pris la décision ferme de partir, les choses elles ont été très fluides, on a trouvé rapidement un appartement dans lequel on se sent vraiment super bien. Une chose aussi qui me stressait et qui peut sembler complètement ridicule, puis je partage tout ça parce qu'il y a quelque chose de, voilà, même si on a une expertise sur ces sujets, et je dis pas que je suis une experte, hein, je dis que j'ai une expertise sur ce sujet du système nerveux, de l'attachement, il y a ces choses qui peuvent sembler tellement ridicules, qui voilà, amènent un petit stress, puis on a besoin d'aller faire le travail de régulation en fait. Et moi, c'était le matériel, tout ce qui est matériel, parce que j'ai pas vraiment d'intelligence pratique, c'est pas des choses qui m'intéressent. Voilà, moi je suis pas celle qui va plier tous les petits bodys, faire comment on appelle ça, le nesting, là, tout trier par couleur, machin, c'est pas moi du tout ça. J'étais complètement submergée par ça. Donc j'ai fait appel à une doula qui m'a fait une super liste, j'ai suivi la liste, et voilà. Et je raconte ça parce que c'est un de mes grands apprentissages de la grossesse et du postpartum, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Apprendre à demander de l'aide, apprendre à activer mes ressources rapidement et apprendre à poser mes limites. Ça, c'était 3 énormes apprentissages que j'avais déjà commencé, mais où la maternité, ça m'a demandé de passer au niveau du dessus. Sur demander de l'aide, activer mes ressources et poser mes limites. Poser mes limites avec les autres et puis poser des limites avec moi-même aussi. Il m'a fallu beaucoup de négociations avec la part de moi, que j'appelle la part de moi workaholic, hein, qui travaille tout le temps, pour être capable de dire parfois, là je suis fatiguée pendant la grossesse. Et c'est mon corps qui doit passer d'abord. Ça c'est pareil, j'ai dû passer le niveau 2 là-dessus. Et j'étais tout le temps tiraillée entre poursuivre ce que j'avais envie de faire dans le travail, parce que voilà, ça me passionne, c'est ma mission de vie, à plein de moments j'ai pas du tout l'impression de travailler, et ralentir. En vérité, j'ai peu ralenti parce que je me sentais bien dans l'ensemble, parce que j'avais la capacité. La chose la plus marquante en termes de santé, et puis nouvelle pour moi, ça a été des insomnies. Des insomnies voilà, qui me fatiguaient pas plus que ça d'ailleurs. J'étais quand même en forme la journée, mais il y avait des nuits où je ne fermais pas l'œil. Et puis l'eczéma. L'eczéma qui est revenu, ça c'était pas facile à traverser parce que j'ai fait énormément de choses pour guérir de l'eczéma. Donc ça, c'était pas facile. Mais voilà, j'ai créé une toute nouvelle formation pour mon équipe d'Otera pendant les nuits d'insomnie. J'ai créé toute une formation de coaching de santé. C'était un petit peu épique. J'ai eu pas mal les jambes sans repos aussi. Je partage, hein, parce que je sais que c'est des expériences tellement communes, ça. Pour les jambes sans repos, mettez de l'huile essentielle de lavande. C'est incroyable, l'huile lavande et marjolaine. D'ailleurs, petite parenthèse. J'ai eu des nausées, j'ai eu de la fatigue au premier trimestre, classique. Voilà, parfois je digérais pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais doublé mes doses de compléments. J'en parle aussi ici, parce que je sais qu'on parle aussi de biologie du trauma et on parle de physiologie ici dans le podcast. Donc ça a fait que
j'ai pas vraiment eu d'envie de grossesse au niveau de l'alimentation ou tout ça, je me sentais vraiment bien nourrie et je pense que ça a grandement contribué à ce que j'ai de l'énergie et à ce que ensuite en postpartum mes facultés mentales soient encore là. Il y a plein de personnes qui m'ont dit ah je sais pas comment tu fais pour mener des breathwork, continuer le podcast, etc. Mais ma tête elle suit en fait. Ma tête elle suit et ce malgré les douleurs, les grandes douleurs physiques dans le corps, je le raconterai, qui sont encore là à l'heure où je fais ce podcast malheureusement, où j'enregistre. Mais ma tête a bien suivi, puis je le mets vraiment sur le compte des compléments. Voilà. J'ai été aussi dans d'autres formes de travail. J'ai fait appel à du travail énergétique. Ça a très bien marché pour mon eczéma. Je sentais dans le corps que c'était pas uniquement physique, cet eczéma, parce qu'il y avait vraiment une problématique de partir d'un endroit où je me sentais pas bien. Effectivement, l'eczéma s'est résolu une fois que je suis arrivée à Trieste et que ça y est, j'étais au bon endroit, bien chez moi. Voilà, une fois que je suis arrivée à Trieste, que j'étais là, j'ai commencé à avoir l'espace pour me préparer à l'accouchement. Cette préparation, ça a été un processus. Mon projet, c'était un accouchement naturel. Et c'est comme ça que ça s'est passé, de façon ultra fluide. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, beaucoup de gratitude. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir traversé tellement de choses pour en arriver là. Ça demande tellement d'honnêteté, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, de traverser ses peurs. J'ai fait énormément de travail sur les peurs en préparation à l'accouchement. Et puisque j'allais accoucher à la maternité en Slovénie, si je voulais une préparation à l'accouchement, je devais le faire de mon côté. Donc j'ai suivi les cours de Quantic Mama et le cours donc ça c'est en français, et le cours Birth Box en anglais de Poppy Child. Le cours de Quantic Mama, il m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de calme. Et le cours de Poppy Child, lui, il me mettait en colère. Puis restez avec moi, parce que ici je vais parler du travail avec les parts. C'est très intéressant la façon dont ça a été tout un processus. Parce que Poppy Child, dans son programme, elle propose des méditations et des courtes vidéos qui expliquent le projet de naissance, la douleur, etc. Et à chaque fois que je regardais une vidéo, ma critique, la part de moi critique était à fond. Je me disais, j'apprends rien, c'est trop basique. J'essayais de faire une méditation et puis sa voix, elle m'énervait. Je me disais, non mais moi je sais mieux, on doit travailler avec le subconscient, la méditation ça travaille uniquement avec l'esprit conscient, c'est inutile. Et puis j'ai arrêté au bout de 5 minutes. Et donc j'ai laissé de côté, mais j'y revenais quand même régulièrement, comme si une part de moi voulait pas abandonner cette formation, ce programme en ligne. Et un soir, je me souviens, je me mets sur un des audios, et la proposition d'activité, l'audio, la proposition c'était de lister toutes ses peurs. Et ma critique, à nouveau présente. À quoi ça va servir d'écrire ça? Il vaudrait mieux faire du psyché, etc. Et puis une autre part de moi qui me dit, non, cette fois, fais-le. Et j'ai fait l'activité. Et je me suis laissée ressentir. Et j'ai réalisé que j'avais tellement de peur. Et j'ai compris pourquoi j'évitais. Et j'ai compris pourquoi j'étais agacée à chaque fois que j'ouvrais le programme en ligne. Et j'ai listé toutes mes peurs. J'ai ressenti dans le corps. Et puis après, voilà, j'ai senti que c'était assez pour ce soir-là. J'ai vraiment juste écrit, ressenti quelques minutes. Et j'ai senti que c'était assez. Je suis allée me coucher. Et je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais en nage. Mais trempée, mon pyjama était trempé. Et j'étais calme. D'un calme nouveau, en pensant à ce qui m'attendait avec l'accouchement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, mais les choses avaient bougé. Les choses avaient bougé. Le fait que je me sois laissée ressentir ça, puis que j'ai regardé ça en face, c'est pour ça que je parlais d'honnêteté tout à l'heure dans cette préparation, ça a fait bouger des choses au niveau physique. Et je vais souligner les points importants ici, qui sont des façons de travailler utiles ou des façons de travailler qu'il est bon d'avoir en tête quand on travaille avec le système nerveux et quand on travaille avec les parts de nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je décortique, j'ai été attentive et j'ai écouté mes parts. J'ai pu identifier une part critique, j'ai pu identifier une part qui était agacée et une part agacée qui protégeait, une part qui était terrorisée en fait. Derrière, il y avait la peur, derrière l'agacement. J'ai identifié une polarité, ce qu'on appelle une polarité à l'intérieur de moi. On appelle ça, en termes normaux, on va dire, on appelle ça un conflit intérieur. Okay, dans le travail avec les parts, on appelle ça une polarité, une tension entre deux parts. Il y a une part qui voulait ignorer le programme en ligne, et il y a une autre part, voilà, celle qui voulait ignorer le programme en ligne, elle travaillait avec la critique, parce qu'elle protégeait la peur derrière. Et il y avait une autre part de l'autre côté qui savait qu'il y avait quelque chose d'important pour moi là-dedans. Et donc elles étaient en tension. Et puis, le soir où je me suis laissée ressentir, j'ai pu aussi dire « c'est assez pour ce soir ». J'ai ressenti et j'ai senti que ok, là j'avais atteint ma capacité.
Et ça, je veux dire, vous avez vu, non. Mais je l'ai raconté ensuite, ça a vraiment travaillé au niveau physique. Sans que je fasse rien, hein, c'était dans le sommeil. Et ça, c'est vraiment ce qu'on apprend dans mon programme Arise. Et j'ai eu tellement de gratitude, à tellement de moments d'avoir pratiqué ça depuis des années maintenant, d'avoir pratiqué tout ça pour être en autonomie avec ça. Parce que la vérité, c'est que oui, on peut faire appel à des thérapeutes, et quand on a trouvé une personne qui devient un véritable allié sur notre chemin, on avance énormément en séance avec un thérapeute. Ça fait aucun doute. J'ai parlé d'ailleurs de la posture du thérapeute qui doit être un véritable allié dans l'épisode 88 sur l'enfant intérieur, si tu veux aller un petit peu plus loin dans ce sujet. Donc oui, on avance en séance. Mais si on ne sait pas être avec ce qui se présente de façon organique, c'est-à-dire ce qui émerge dans notre système, si on ne sait pas comment soutenir notre système dans les activations, parce que life happens, la vie elle nous arrive, et puis les activations, les challenges, les difficultés dans la vie, elles attendent pas nos séances avec le thérapeute. On avance tellement plus lentement si on ne sait pas être avec ces activations. Et on avance de façon tellement moins efficace aussi parce que l'énergie de survie, elle est stockée dans notre système. Et il faudrait je sais pas combien de séances pour permettre à tout ça d'être libéré. On ne peut pas suivre le rythme. Et c'est ça qu'on fait dans Arise en fait. Augmenter la capacité de notre système pour savoir quoi faire de nos activations et avancer en autonomie sur le chemin de la régulation. À l'heure où je parle, on est au printemps 2025 et la prochaine session du programme Arise, elle commence en septembre. Donc je t'invite à cliquer dans les show notes de l'épisode pour avoir toutes les informations. Il y a la page avec toutes les FAQ, toutes les questions qui me sont posées, le curriculum, ce qu'on fait dans les sessions, etc., etc. Ok, si tu es toujours avec moi, je reprends le cours de mon récit. Ensuite vient le moment de visiter la maternité. Il y avait des portes ouvertes pour montrer les espaces de naissance, voilà, la salle de naissance, etc. Donc on se rend à la maternité, qui est en fait un petit hôpital pour femmes. Et ils avaient vraiment super bien pris soin de moi il y a 2 ans, lors de la fausse couche, il y a 3 ans en fait. Et c'était en fin de journée, il faisait nuit. La nuit revient ici. On arrive dans le hall, et on attend, il y a plein d'autres couples qui sont là pour la même chose, toutes les femmes enceintes, bien sûr. Et on était devant la porte du couloir où j'avais été hospitalisée pendant 2 jours lors de ma fausse couche, parce que ça n'avait pas été fluide du tout, ma fausse couche. Le médicament n'avait pas fonctionné, j'avais perdu énormément de sang. Finalement, j'avais dû faire le curetage, le tout avait été bien traumatique, malgré voilà, les soins attentifs qui avaient été prodigués. Ça avait été vraiment difficile. Et donc nous voilà dans ce hall, à nouveau la nuit, et je commence à me sentir super mal. Je suis là dans le groupe, je regarde la salle d'accouchement, les chambres qui ressemblent à des chambres d'hôpital, ils nous montrent les chambres de là où on est après l'accouchement. Et je suis là mais comme une zombie avec cette voix dans ma tête, je peux pas. Et je dis à Mathis, on reste pas, il y avait un temps de questions-réponses, je lui dis, de toute façon, je comprends rien sans Slovène, faut qu'on sorte d'ici. Il fallait que je sorte, c'était impossible, je pouvais pas rentrer. Dans la voiture, je tremblais. Et une fois rentrée chez moi, j'ai pris le temps de m'orienter, l'orientation, j'en parle beaucoup, donc je laisse mes yeux se balader dans la pièce, et là, je me rends compte que je me sentais en sécurité, j'ai fondu en larmes, il y a tout qu'à relâcher. Et j'étais là, je me sentais en sécurité chez moi, et je réalisais du coup comme je m'étais sentie en contraste, en danger en fait à la maternité. Le contraste entre le fait d'être chez moi et puis la maternité, c'était vraiment énorme comme différence. Et de façon rationnelle, il n'y avait aucune raison, mais la mémoire implicite, elle était à l'œuvre, là. J'étais jamais revenue en fait, depuis la fausse couche, j'étais jamais revenue la nuit dans ce lieu-là. Et j'ai fait une espèce de régression traumatique, et mon corps avait fait un voyage dans le passé en fait. Et donc ça c'était à 2 semaines d'accoucher, et là à 2 semaines d'accoucher je rouvre toutes les options. J'étais même prête à accoucher à la maison, mais pas à la maternité. Alors que depuis le début je m'étais dit c'est ok, j'accouche à la maternité, c'est une petite maternité, je savais qu'ils prenaient soin, j'avais eu cette bonne expérience entre guillemets lors de la fausse couche, mais en tout cas bonne expérience du personnel, du lieu, etc. Et là je pouvais pas. Et finalement, il s'est avéré qu'il y avait l'option de la maison de naissance dans la maternité. Et c'est ce que j'ai choisi. Parce que j'avais quand même... c'est le premier bébé, je voulais avoir le médical si jamais, même si je voulais quelque chose de naturel. Voilà, donc en avant dans la grossesse, la dernière semaine de grossesse, j'avais mal partout. Des douleurs à la symphyse pubienne qui me remontaient dans le dos, qui me descendaient dans les fesses. Je voulais juste que le bébé sorte. Elle est arrivée 3 jours après le terme.
qui m'avait été donné, sachant que les termes, enfin voilà, même entre la Slovénie et la France, c'est pas calculé de la même façon. Il y a 1 semaine de différence, donc bref, peu importe les dates de terme. Ensuite arrive l'accouchement. Riche en émotions aussi, j'avais un membre de ma famille, un cousin dont je suis très proche, qui habite dans le sud de l'Italie et qui était en fin de vie depuis des semaines. À 20h, ma mère m'appelle et me dit « Emilio est mort ». Et à 20h30, les contractions commencent. Je commençais à avoir un peu déjà pendant le dîner, mais à 20h30, ça commence vraiment. Et là, je me dis, waouh, c'était vraiment... On attend qu'un chapitre se clôt pour en démarrer un nouveau, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc, voilà, Mathilde s'appelle la sage-femme. Elle nous explique, peut-être que tu vas aller à la selle, nanana. Elle dit, bon, bah, on va voir. Ça peut durer jusqu'à demain matin. Fais tes trucs. Va au lit. Et puis, voilà. Donc, moi, mes contractions, elles étaient courtes, mais assez rapprochées dès le début. 20 secondes, mais toutes les 3 minutes, 3, 4, 5 minutes, mais très vite, toutes les 3 minutes, quasiment depuis le début. Et donc moi, je prends ma douche, je me dis, ok, je vais aller me coucher, sauf que dès que je m'allongeais, ça me déclenchait les contractions, je pouvais pas être allongée. Donc je dis, bah, on part à la maternité, de toute façon, je peux pas être là il est minuit. Donc on part à la maternité. J'avais l'impression que c'était un peu Mario Kart, là, de nuit dans la voiture, à gérer les contractions sur les genoux, bref. On arrive... Les contractions sont toutes les 3 minutes. C'était très bien fait là où j'étais en Slovénie, c'est-à-dire que la maternité est tout dans l'obscurité, il n'y a pas de grosse lumière. On sonne, ils nous ouvrent, ils nous parlent pas, ils nous laissent vraiment dans notre truc. Ils me mettent le monitoring, ils me laissent, je sais pas, peut-être une petite demi-heure là avec le monitoring. Entre-temps, il y avait 3-4 cm, j'étais à 3-4 cm dilatée, à 3-4 cm. Et donc là, la gynéco, elle dit c'est bon et on va dans la maison de naissance. Et ça, c'est génial parce qu'ils ont vraiment cette collaboration entre le médecin, la gynéco, qu'on est quand même examiné par un gynéco. Et puis après, j'étais juste avec ma sage-femme dans la maison de naissance qui est comme un petit appartement, mais dans l'hôpital en fait. C'est vraiment super bien fait. Et voilà. Et donc là, entre-temps, il était 1h, quelque chose du matin. Et elle est arrivée à 5h44. Donc plutôt fluide. Plutôt fluide, j'avais ma playlist, ma musique, j'étais dans le noir, j'ai géré les contractions. Et puis voilà, ça c'était pour l'accouchement. Et le lendemain, les crampes post-accouchement. Ça s'appelle les tranchées, je crois. Moi, j'ai fait exprès de ne rien lire avant cette période-là parce que je voulais pas avoir 1000 informations et son contraire. Je suis une personne... Je sais pas si je peux dire je suis ou j'étais, mais j'ai été pendant de longues années uniquement dans ma tête. Et là, je voulais me donner l'occasion d'être dans le corps et je voulais pas me submerger d'informations. Puis je sentais que ça m'aurait pas fait du bien, en fait, ça m'aurait juste plus submergé qu'autre chose. Donc ce truc-là des tranchées, je savais même pas. Bref, voilà. Mais vraiment le lendemain, des douleurs dans tout le corps, comme si un camion m'était passé dessus. Mais voilà, j'ai pas eu besoin d'antidouleurs. Elles m'ont proposé des antidouleurs, les infirmières, il y avait ma sage-femme qui était là. Mais quelles antidouleurs? Elle vient d'accoucher naturellement en 5 heures, qu'est-ce que vous racontez? C'était rigolo et c'était vraiment quelque chose parce que la sage-femme parlait pas anglais. Donc Mathilde, il était là, il traduisait, mais en fait, on n'avait pas besoin de mots dans ces moments-là. C'était vraiment... Et elle était super parce qu'elle était... Et c'est... S'il y a des sages-femmes qui m'écoutent... j'admire tellement cette posture d'avoir cette présence solide et en même temps de pas être trop présente pour laisser la personne être dans son expérience. Ouais, je sens que c'est très proche de ce qu'on peut développer comme posture quand on fait du somatic experiencing, qui est une des modalités sur lesquelles le programme Arise est basé. Le somatic experiencing, c'est le travail sur les traumas par Peter Levine. Et il y a plein de similitudes dans la posture. C'était très beau, c'était très intéressant. C'était avec assez de guidance parce que dans le moment, voilà, il y a un moment j'avais mal à la tête, elle m'a dit bois. J'aurais pas eu besoin de quelqu'un qui me disait dans ce moment-là, bah de quoi t'as besoin, j'en sais rien, là je suis dans la douleur, dis-moi quoi faire en fait. Bois, à un moment je tremblais un petit peu, elle m'a donné un petit peu de compote, enfin elle était, voilà, tchouk pour que ça puisse avancer et puis que je puisse vraiment rester dans le processus. Voilà, ensuite est venu l'allaitement. Oui, c'est naturel, mais c'est vraiment pas une évidence. Nous, on a eu besoin d'énormément de soutien et là ça a été encore un moment où tellement de gratitude et l'importance du soutien, heureusement que j'avais anticipé puis j'avais fait appel à une sage-femme qui m'avait été recommandée ici à Trieste qui travaille en privé et elle est venue le jour même quand on est rentré à la maison 3 jours après la maternité
Et heureusement pour l'allaitement, parce que ça n'a pas été une évidence. On y a vraiment travaillé pendant une semaine. Après, ça a été, mais la première semaine, ça a été sport. Donc, et pour moi, c'était difficile de demander du soutien. Et j'ai parlé avec plusieurs amies qui me disaient qu'à la maternité, elles n'osaient pas appeler les sages-femmes pour les aider avec l'allaitement. Je voulais pas déranger. Et je me dis, mais vous imaginez l'intensité du conditionnement. L'allaitement, c'est une question de vie ou de mort pour notre enfant. Alors maintenant, on sait que si ça marche pas, on va avoir le biberon, etc. Mais si on reprend l'essence du truc, de façon fondamentale, essentielle, au sens du mot essence, c'est une question de vie ou de mort. Et on veut pas déranger, et on a peur de déranger. Et même moi, pendant l'accouchement, qui ai fait énormément ce travail, et qui a écouté, je sais pas combien de fois, ma mentor Irene Lyon dire il faut commencer par reconnecter avec ses instincts quand on fait ce travail avec le système nerveux, reconnecter avec pipi caca, excusez-moi le vocabulaire, enfin non, n'excusez pas, je vais pas m'excuser, c'est naturel ces mots-là, de commencer à, voilà... écouter quand est-ce que j'ai besoin de passer un gaz, quand est-ce que j'ai besoin de faire pipi, etc. Et pendant l'accouchement, moi je répétais je fais pipi. Et mon mari et la sage-femme, ils étaient en mode fais pipi, fais pipi. Et moi je m'inquiétais de mouiller même pas le matelas, le truc qu'ils avaient mis en dessous là, les papiers. Enfin bref, mais c'est tellement difficile de lâcher nos conditionnements, tellement difficile. Et ça, et pourquoi je raconte ça, je raconte pas les épisodes juste comme ça dans le vide. Je raconte ça parce que c'est aussi une grande partie du travail qu'on fait ça dans notre programme Arise. C'est la première partie du travail en fait. Et c'est aussi la partie du travail qui s'arrête jamais vraiment, parce que c'est tellement profond. Là, c'était encore un next level qui m'était demandé de passer pendant l'accouchement. Et à cet endroit-là, nos conditionnements, et comment on est conditionné souvent grâce à la honte toxique, malheureusement, ce qui est tellement important, c'est d'avoir une communauté de personnes qui a les mêmes codes, ces codes nouveaux, ok ? Une communauté de personnes qui nous accueillent dans le relâchement de nos conditionnements. Parce que pourquoi c'est difficile de lâcher ça ? Parce qu'il y a de la honte. J'aurais eu honte de mouiller le matelas. Mais si on est vu et accueilli dans ça, une grande partie de la honte se dissipe. Donc la communauté, c'est hyper important. Voilà pourquoi Arise, c'est un programme de groupe et que pour moi, c'est un aspect fondamental, le groupe pour l'avancée de chacun et de chacune. Si tu veux aller plus loin sur le sujet de la honte et de la honte toxique en particulier, je te renvoie à l'épisode 66 du podcast. Je précise ici que j'ai repris l'épisode de l'écriture à presque 5 mois postpartum. On était à 6 semaines, là, jusque-là. Et cette écriture en 2 fois, elle est hyper intéressante parce que bien sûr, j'ai traversé plein de choses depuis. Et la part de moi qui veut que je fasse ce travail de mémoire, que j'oublie pas, elle est très satisfaite que je sois à peu près régulière dans l'écriture de mon journal, même si parfois c'est bref, j'écris pas beaucoup, parce que le temps est devenu ultra précieux et que voilà, le soir je peux être bien fatiguée, mais j'écris au moins quelques lignes pour me souvenir, pour garder une trace. Et cette part de moi qui veut que je fasse le travail de mémoire, elle trouve sa racine énormément dans la souffrance physique. J'ai dit que j'allais en parler, donc le moment est venu. 10 jours après l'accouchement, j'ai eu une fissure anale. Et donc là, au moment où j'enregistre cet épisode, Lila, elle a presque 6 mois. Elle aura 6 mois quand l'épisode sera publié. Donc ça fait presque 6 mois que je souffre d'une fissure anale. Et cette fissure, elle a impacté toute mon expérience. Et elle m'a fait aller à des endroits de moi que je ne connaissais pas. J'ai eu des crises où je traversais des douleurs, mais inimaginables, pendant des heures. Il y a les douleurs de l'accouchement, et les douleurs de l'accouchement, on a les bonnes hormones pour les accompagner. Et puis il y a quelque chose au bout. Là, c'était juste de la douleur. Et j'ai traversé le désespoir. Ce désespoir si total qu'il devient un soulagement. Et je sais que certaines personnes qui m'écoutent, vous savez de quoi je parle. Quand tu te laisses aller au désespoir et que ça fait presque du bien parce que t'as plus à te battre, en fait. Il y a ça, et l'autre versant de ça, par contre, c'est des pensées qui pouvaient être très noires. J'avais tellement mal tout le temps. C'était des situations totalement burlesques. Parfois, je riais, mais de ce rire nerveux, j'avais Lila au sein, je pouvais plus rester assise tellement c'était insupportable. J'étais dans des positions pas possibles. Je devais la passer à ma tite parce que voilà, avec toute la culpabilité d'arrêter une tétée, mais je pouvais pas m'occuper de mon bébé. Et dans ces moments, j'ai pensé à plein de moments que si la vie s'arrêtait là, ce serait tellement bien. Ce serait un tel soulagement. Et je me voyais avoir ces pensées
Donc j'avais du recul. Toutes ces connaissances sur le système nerveux avec l'état dorsal, ça m'a beaucoup aidée. Mais je me voyais avoir toutes ces pensées, j'avais du recul, et il n'y avait pas de peur. Mais je ne suis pas étonnée que le suicide soit la première cause de mortalité chez les mères en postpartum. Je l'ai ressenti de très près. Et cette expérience, c'était quoi ? C'est l'expérience de l'impuissance. L'impuissance, c'est ce qui se passe dans le trauma. Et je crois que c'est tellement important d'aller visiter cet endroit de nous quand on en a la capacité, parce que c'est ce qui fait qu'on peut choisir nos réponses dans ce moment-là. Dans ces moments-là, ces moments d'impuissance. Pour moi, c'était la douleur, avec l'absence de perspective satisfaisante de solution. Mais c'est aussi quand mon enfant ne fait pas ce que je lui demande après avoir demandé 3-4 fois. C'est quand on est face à un bébé qui pleure et qu'on ne comprend pas ses signaux. Les parents font l'expérience de l'impuissance tout le temps, énormément, et ils doivent choisir que faire de ça. Et si on n'a jamais été en contact avec l'expérience de l'impuissance en dehors de celle qui a été traumatique pour nous, souvent celle de l'enfance, le risque c'est de perdre le contrôle et d'être dans la réaction. Peut-être même d'aller ou dans ce désespoir profond que je décrivais juste avant, ou d'aller dans la rage. La rage, c'est de l'impuissance qui sort sous forme de tentative de retrouver une pseudo-puissance. C'est ça la rage. Et l'impuissance, c'est ce qu'on peut vivre à chaque fois qu'il nous arrive des choses difficiles qu'on n'a pas choisies. Donc un bout de travail tellement important qui fait partie du travail somatique, qu'on peut explorer en somatic experiencing par exemple, une des modalités, encore une fois, sur laquelle est fondé notre programme Arise, c'est ça. Faire l'expérience de l'impuissance tout en étant en sécurité. Et moi, j'ai tellement senti la différence. D'avoir fait ça avant, j'ai tellement senti la différence. J'ai traversé tout ça. Et en même temps, il y avait toujours comme une sorte de recul. Ça n'a pas rendu les choses moins difficiles au niveau des douleurs physiques. Par contre, ça a été vraiment salvateur en termes de santé mentale. Parfois, quand je me retourne sur les derniers mois, je me demande comment je suis pas devenue folle. Véritablement. Et il y a eu aussi de la colère. Il y a eu le désespoir, donc vraiment le côté dorsal. Et puis, quand je retrouvais de l'énergie, il pouvait y avoir de la colère. Pourquoi on ne m'a pas accompagnée avec ça ? Et donc, mon côté scientifique qui veut des choses précises, je suis allée voir les études scientifiques. Sur PubMed, je suis allée rechercher. C'est 43,9% des femmes qui ont des problèmes dans la région anale pendant et après la grossesse, hémorroïdes ou fissures. Pourquoi personne n'en parle ? Il y avait de la colère à cet endroit-là. J'ai vécu beaucoup de dissociation. Beaucoup de dissociation, c'est ma stratégie d'adaptation quand il y a trop de douleur. Quand il y a trop d'anxiété aussi. Parce que les journées tournaient autour de ça. Qu'est-ce que je peux manger ? Qu'est-ce que je peux pas manger ? Comment ça va se passer quand je vais aux toilettes ? Et c'est tellement douloureux et ça génère de la peur et ça génère une anxiété terrible. Et donc il n'y avait que ça. Que ça. Il y avait énormément de dissociation sur le reste en fait. Et avec tout ça, aucune solution. Les crèmes anesthésiantes qui marchaient pas, les solutions naturelles qui faisaient un peu effet et puis bim, rechute. Et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Si une seule fois quand je vais aux toilettes ça se passe mal, ça va se rouvrir, je retourne au point de départ. C'était vraiment difficile, j'ai perdu beaucoup de poids. Parce que malgré les doubles doses de compléments, je mangeais pas assez, on commence à avoir peur de manger. Je suis arrivée à des points où je m'évanouissais après les tétés. Je vais pas parler publiquement de tout ça avant cet épisode. J'étais pas prête. Mais je veux en parler parce que c'est comme quand j'ai eu ma fausse couche, il y avait rien nulle part. Et on est tellement seul dans l'expérience. Tellement seul. Et je fais cet épisode parce que pour moi, s'il y a juste une femme qui traverse ça, qui trouve cet épisode et qui se dit « Ok, je suis pas seule et je vais pouvoir m'en sortir », j'ai rempli ma mission. C'est un épisode un peu différent, mais parce que j'ai vécu des choses tellement différentes les 6 derniers mois et que je veux être authentique ici, dans cet espace. Puis je sentais que je pouvais pas nécessairement le faire en story ou sur les réseaux. Il y avait comme quelque chose de c'est trop intime et je sens que le podcast c'est un espace plus intime pour ça. J'ai rencontré Dieu dans ces moments. Je sais qu'en France on parle pas de Dieu. Appelez-le comme vous voulez. L'univers, la force de vie, la spiritualité. Moi je sais que j'ai rencontré Dieu dans le désespoir, dans les moments les plus sombres où tout ce qui restait à faire c'était prier en fait. Prier et demander de l'aide dans le visible, dans l'invisible. J'ai touché cette force quelque part en moi qui m'a permis de continuer. Et qui me permet de continuer encore aujourd'hui. Parce qu'au moment où j'ai écrit cet épisode, alors les crises qui duraient des heures sont passées, mais je suis toujours pas guérie. Aller aux toilettes, c'est toujours très douloureux. Les forces me manquent à plein de moments.
Et puis honnêtement, après presque 6 mois, j'ai besoin de vacances. Ça n'arrive pas avec un bébé. Surtout quand on allait, je peux pas être en vacances de mon bébé. Mais j'ai besoin de vacances. J'aurais besoin de vacances. Et en même temps, ici, je vois que j'ai tellement plus de capacités qu'avant. Il me semble que j'en avais parlé dans l'épisode 70. Il y a l'épisode 68 aussi. 2 épisodes qui parlent du chemin de guérison. Je vois que j'ai plus de capacités parce que je suis capable de tenir 2 réalités en moi. Et toutes les polarités de la maternité qui sont tellement fortes, parfois qu'on a l'impression qu'on va exploser. J'ai besoin de vacances, et en même temps, après une demi-journée, je ressens physiquement le manque de mon bébé. Je me sens tellement seule, et en même temps, j'ai tellement besoin de temps seul que je ne peux presque jamais avoir. Je me sens seule, mais j'ai besoin de temps seul. Une autre polarité, j'ai envie de la mettre à la crèche parce que j'ai juste besoin d'un break, mais je veux ce qui est idéal pour elle en termes d'attachement et je sais que c'est pas ça. J'ai besoin de guérir et ça serait tellement plus facile sans l'allaitement, mais en même temps on a trouvé notre rythme avec l'allaitement et voilà, il y a des choses que j'aime dans ce processus-là, j'ai pas l'énergie d'en changer pour le moment, je sais que le lait maternel c'est la meilleure chose pour elle, pour le moment en tout cas, donc voilà, c'est tout le temps, ces polarités, tout le temps. Voilà, c'est des tensions, c'est des conflits intérieurs, et il y en a 1000 autres, des polarités. Et je peux être avec tout ça sans aller dans la dérégulation, sans aller dans la dérégulation totale même, sans avoir l'impression de devenir folle, parce que ces paradoxes de la maternité, ils ont le potentiel de nous rendre fous, je crois, parfois. et ce qui est tellement difficile, je crois, dans cette période-là, c'est qu'on n'a pas accès à la plupart de nos stratégies d'adaptation. Et pire, on n'a pas accès à nos ressources parfois. Souvent. Avec la fissure, j'ai traversé des dizaines de journées où je ne pouvais pas marcher de la douleur. Donc c'était même pas, je pouvais prendre la poussette et dire voilà, je vais aller prendre un café au soleil, une chose tellement simple. Non, j'étais comme emprisonnée avec elle à l'intérieur. Voilà, pas accès à quelque chose qui est si simple, qui est une grande ressource pour moi, mais inaccessible à cause de la douleur. Et là, ça vient vraiment chercher notre capacité à faire le travail de colère saine et à trouver des ressources. Ça vient vraiment chercher ces 2 choses pour moi. Ces 2 choses. Où je me suis autorisée à être en colère avec la situation. Et encore une fois, une colère qui n'a pas d'objet. Je ne suis pas en colère contre mon mari, je ne suis pas en colère contre mon bébé, je suis juste en colère globalement de la situation. Donc c'est moi et ma colère. Et c'est vraiment ce travail de colère saine qu'on fait dans le programme aussi. Et cette capacité à trouver des ressources. Parce qu'il y a des ressources auxquelles je ne peux pas avoir accès, il faut que j'en trouve d'autres. Et là encore, tellement de gratitude d'avoir fait ce travail en amont, travail qui ne s'arrête jamais. Preuve en est avec cette épreuve que je traverse. C'est la première chose qu'on fait dans Arise. Trouver nos ressources. Enfin, c'est pas trouver nos ressources, c'est identifier nos ressources puis développer notre capacité à en identifier davantage et à continuer à en identifier où qu'on soit, quel que soit le moment vide qu'on traverse. Et donc ça, j'ai eu l'occasion de le faire et de le refaire et de l'approfondir. Et grande gratitude pour ça. Grande gratitude pour ça. Ok, j'ai déjà beaucoup parlé et donc je vais résumer avec 6 apprentissages de mon expérience de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. 6 apprentissages jusqu'ici en lien avec le travail sur le système nerveux. Apprentissage numéro 1, les micro-moments de ressources ne rattrapent pas des heures ou des journées entières de difficultés. Il y a une harmonie qui est nécessaire. Je disais que la mémoire n'est pas fiable, et ça pour moi c'est une fallacie de la mémoire. Ça fait partie de cette idéalisation de dire que les micro-moments de magie qui existent, qui sont là absolument et qui sont forts et qui sont tellement beaux, mais de dire que ces micro-moments rattrapent tout le reste. Non. Oui, ça on peut le dire peut-être 1 an après, 2 ans après. C'est pour ça que je dis que quasiment tous les contenus sur le postpartum pour moi sont faux. Non. Il y a une amie qui a accouché 2 semaines après moi, donc on a créé notre petit espace sur WhatsApp où on se confie, puis elle me disait j'aime pas grand-chose de l'expérience d'être mère, voire rien en ce moment, et je culpabilise. Et en même temps, voilà, avoir une fissure anale qui te prend tout en termes d'énergie, tellement il y a de douleur,
Elle, son expérience d'être avec un bébé qui pleure tout le temps, d'aller chez des amis et puis en fait de passer la plupart du dîner dans la chambre avec un bébé qui pleure. Une autre personne que je connais qui a eu des douleurs au coccyx pendant 2 ans à pas pouvoir s'asseoir après la maternité. Non, tous ces moments sont des moments, pardon my French, de merde. Je le dis sur le podcast. On pourrait mettre le bip à la place des gros mots. Non mais, et c'est important de le reconnaître. Pourquoi ? Pour pouvoir être très intentionnel justement dans l'activation de nos ressources et d'être très, très intentionnel et conscient de je dois activer des ressources très 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 souvent, tout le temps. Parce que ce sera peut-être pas un équilibre, mais au moins ça va créer une harmonie. Apprentissage numéro 2, j'ai appris la véritable compassion. Il y a une part de moi qui a appris une grande leçon avec cette épreuve, et c'est la part de moi qui veut que j'avance, et qui veut que les autres avancent aussi sur leur chemin de guérison. Et cette part de moi, elle peut manquer de compassion parfois. Et c'est une part qui s'est tellement adoucie depuis cette épreuve que j'ai traversée. Et je me le disais la dernière fois, je voyais un homme aveugle dans la rue, et je me disais, je vois cet homme aveugle, mais je vois beaucoup plus loin que juste cet homme aveugle avec son chien. Maintenant, c'est comme si je peux voir ses difficultés, je peux voir les coulisses. Qu'est-ce qu'il a dû faire ce matin pour être capable de sortir ? S'occuper de lui sans rien voir, se préparer sans rien voir. Donc avoir toutes les choses au bon endroit, nourrir son chien, peut-être exprimer sa frustration, sa colère de devoir vivre comme ça. Cet homme, c'est un héros en fait. Et sans comparer l'aveugle à la mère, il n'y a pas de comparaison ici du tout. Parce qu'il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'opposition ici. Maintenant, c'est la même chose quand je vois une mère avec un bébé dans la rue. Je sais tout ce qui a dû se passer à la maison pour pouvoir être là. Trouver le bon moment, ou peut-être le bébé s'endort, le mettre délicatement dans la poussette, se préparer en 3 minutes chrono pour être prête et sortir avant qu'il se réveille, que la poussette bouge. Sûrement les dents pas lavées, les cheveux pas coiffés, tant pis, parce que là j'ai vraiment besoin de sortir. Toutes ces personnes qu'on voit dans la rue, qui se battent avec leurs difficultés, je peux voir tous les héros et les héroïnes dans ces personnes-là, maintenant. Ça m'a vraiment... Je dis que ça m'a débloqué mon next level de compassion. Et je compte bien... j'en avais déjà énormément de compassion, mais je compte bien continuer à la mettre au service. Apprentissage numéro 3, il s'agit toujours de trouver l'harmonie entre la rigidité et le chaos, au sens de Dan Siegel, hein, comme l'explique Dan Siegel. Et avec la maternité, on expérimente dans la chair qu'il y a des principes. Il y a les principes, il y a ce qu'on voudrait. Il y a aussi nos fonctionnements, ce qu'on pense être juste. Et puis, il y a la réalité, le vivant. Et c'est cette balance constante entre nos représentations et le vivant en face de nous. Ce bébé bien vivant avec ses besoins mouvants qui correspondent vraiment pas toujours à ce que nous on aimerait faire ou même à ce dont nous on a besoin dans ce moment-là. Et ça vient chercher notre résilience, ça vient chercher notre capacité d'adaptation, ça vient nous chercher notre capacité à revenir dans le mouvement. En un mot, ça vient chercher notre capacité à nous réguler. Et il n'y a pas besoin de la maternité pour ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Donc le chemin de guérison, c'est ça. C'est toujours trouver l'harmonie entre la rigidité et le chaos. le chaos de la vie, on doit travailler avec le vivant, avec ce qui est vivant. Et puis, la rigidité peut-être parfois de nos principes ou j'avais prévu que ça se passe comme ça, hein, même sans parler de principes et de représentation. Toujours trouver cette harmonie. Apprentissage numéro 4. J'ai appris à poser mes limites. Vraiment. Je disais que j'avais débloqué un autre niveau sur ce thème-là aussi. J'ai appris à poser des limites avec l'extérieur. Oui, mais je pensais que je serais encore plus challengée là-dessus parce que nos familles ont été très respectueuses et moi, j'ai été aussi capable de lâcher les choses pas importantes, en fait. C'est surtout des limites avec moi-même que j'ai dû poser. Et même des limites en lien avec Lila, dans le sens où, dans un moment où elle voulait quelque chose et où moi, je ne pouvais vraiment pas, physiquement, j'ai appris à dire « je ne peux pas être dans ce niveau de sacrifice-là ». Dans ce niveau de don. Là, je ne peux pas. Je suis trop fatiguée, je suis trop démoralisée, je suis trop vidée de mon énergie.
Et c'est peut-être le plus difficile, ça. Poser des limites avec soi-même. Quel enseignement. Quel enseignement. Compétence, et cette compétence-là de poser des limites avec l'extérieur et avec soi, compétence qui demande de sentir quand nos limites sont atteintes. De sentir dans le corps quand nos limites sont atteintes. Et souvent, ça, c'est un travail qu'on ne s'est pas donné l'occasion de faire, ou c'est un travail qui, pour moi, souvent est mal fait, parce qu'on fait, comment l'expliquer de façon très rapide, on ne sépare pas les deux temps des limites. C'est-à-dire qu'on fait le travail sur les limites, mais on est tout de suite dans le travail d'aller poser des limites. Mais avant ça, c'est d'aller les sentir dans le corps. Sinon, on ne peut pas aller les poser avec paix et assurance. Et du coup, bien sûr, elles sont mal reçues à l'extérieur. Il y a un module complet dans notre programme Arise pour ça. Parce que quand il y a eu trauma, c'est vraiment pas une évidence. Le fait d'avoir des limites et le fait de les sentir encore moins. Apprentissage numéro 5. J'ai appris à demander de l'aide et à recevoir du soutien comme jamais auparavant. Et ça, c'est extraordinaire parce que n'avoir besoin de personne, c'était une de mes plus grandes stratégies d'adaptation. Mais aujourd'hui, quand je fais de la place et que je me connecte à ce que j'ai appelé ma mama naturelle en séance de somatic experiencing, il y a cette sagesse qui émerge. Une sagesse profonde qui sait que je peux pas donner autant si j'apprends pas à recevoir. Qui sait que c'est pas durable, que je vais exploser en plein vol, sinon. Et c'est incroyable comme cette stratégie d'adaptation elle a fondu en fait. Ces parts protectrices de moi, elles se sont adoucies toutes seules dans cette expérience dans cette expérience de la maternité, jusqu'à apprécier de recevoir. Mais pourquoi ça a pu se faire de façon si organique et naturelle? Parce que le travail, il avait commencé avant, en faisant des pratiques somatiques de soutien. Et voilà, apprendre à ressentir dans le corps aussi qu'est-ce que c'est que d'être soutenu. Tout ce travail, il avait commencé bien, bien avant. Et je l'ai réalisé, il a comme pris cher, C-H-A-I-R, il n'a pas pris cher, il s'est incarné dans la chair, je vais le dire comme ça, lors d'une séance de somatic experiencing que j'ai fait il y a quelques semaines, où vraiment il y a eu tout ça qui est ressorti, j'ai pris le temps de sentir ça, puis les choses ont juste découlé du corps, quoi. Cette sagesse, ça y est, elle était incarnée, ça y est. Jusqu'ici, elle était plutôt dans la tête, et du coup, voilà, j'arrivais à me laisser soutenir, mais bon, j'étais quand même beaucoup plus confortable quand c'est moi qui faisais, et puis que j'avais pas besoin des autres, parce que ça a été ma stratégie d'adaptation, puis ce qui m'a gardé fonctionnel pendant 30 ans. Mais là, il y a de l'appréciation aussi dans le fait d'être soutenu. Encore, il y a quelques jours, on est revenu de Bruxelles, j'ai voyagé avec ma sœur sur le voyage du retour. Il y a une personne derrière nous dans l'avion, un monsieur qui a dit « Ah, vous voulez que je vous prenne la poussette ?» Puis lui, il était déjà pas mal chargé, mais bon, nous aussi. Et je lui ai dit « Vous savez quoi, je vais accepter votre soutien. » Et ça a été naturel, c'est le premier truc qui m'est venu. Avant, jamais, ça aurait pas été possible. Et c'est incroyable de voir comme le soutien arrive quand on est prêt à le recevoir aussi. Je dis, depuis que je suis ici à Trieste, je reçois du soutien partout. C'est vraiment, il n'y a pas un instant où je me sens pas soutenue, où je me sens pas seule. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de... Quand on est au bon endroit, ça fait ça. Et puis quand on a fait ce chemin de pouvoir accepter le soutien. Et je m'appesantis un peu là-dessus parce que je sais que c'est vraiment pas évident. Et il peut y avoir tellement de peur à cet endroit-là parce que il y a comme un peu de vulnérabilité dans accepter du soutien. C'est de dire oui, dans ce moment-là, je ne peux pas. Donc peut-être comme un aveu de faiblesse, enfin moi je le prenais comme ça avant, mais et c'est pas ça. et c'est pas ça. Je peux être la personne la plus forte du monde et puis parfois j'ai besoin de soutien. Mais ça, je dois vraiment le ressentir dans le corps. C'est 2 éléments essentiels, il y en a 3, la sécurité, le temps, le fait d'avoir le temps et puis le soutien sur ce chemin de guérison. Des choses qu'on se répète aussi beaucoup dans Arise et puis des concepts qui sont au cœur de ce qu'on fait ensemble. Apprentissage numéro 6. J'ai appris à pouvoir faire l'expérience de l'impuissance tout en restant en sécurité. Et ça, c'est énorme. Et c'est peut-être un des aboutissements ultimes du travail avec le trauma. L'aboutissement ultime. Un des aboutissements ultimes.
Parce que c'est l'impuissance qui nous fait nous mettre en colère, qui nous fait réagir d'une façon qu'on regrette après. C'est la peur de l'impuissance qui fait qu'on a toutes ces parts protectrices qui sont là aux aguets et qui nous font adopter des comportements extrêmes que souvent on n'aime pas. Et c'est pour ça qu'on s'engage dans des programmes ou en thérapie pour aller les changer. Quand on peut faire l'expérience de l'impuissance et reconnecter à son souffle, retrouver de l'espace là-dedans et revenir rapidement vers ses ressources, c'est un sacré bout de chemin qui a été parcouru. Un sacré bout de chemin. Bref. Non, c'était pas bref et ça ne peut pas être bref. Ça pourrait durer encore des heures, mais on va s'arrêter là. Je suis devenue le monde de quelqu'un d'autre et c'est vertigineux parce qu'il est vaste le monde. Hein. Parfois j'ai cette pensée, je suis son monde. Là pour le moment en tout cas. Cet épisode de podcast, c'est un tout petit bout de ce que j'ai appris. Et j'espère que les liens que j'ai faits avec le système nerveux te parleront, te donneront des pistes. Personnellement, j'ai fait du lien à tellement de moments dans cette traversée et dans cette épreuve aussi, hein, je peux vraiment l'appeler une épreuve. J'ai fait du lien à tellement de moments avec mon chemin de régulation, mon chemin vers la régulation, avec ce qu'on fait dans Arise. J'ai ressenti de la gratitude à tellement de moments pour mes apprentissages, pour mes compétences, parce que encore une fois, c'est des compétences qui s'acquérissent. Hein. Et j'ai pensé à plein de moments aussi avec enthousiasme aux personnes qui suivent le programme en me disant « Waouh, mais quelle solidité ça donne dans la vie de faire ce travail. » De faire ce travail. Moi, ma traversée en ce moment, c'est la maternité, avec des épreuves, avec une souffrance auquel je ne m'attendais pas. J'ai l'humilité de le dire, des épreuves et une souffrance, vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça. On est comme un peu informé ou prévenu, mais ouais, tant qu'on ne le vit pas, je ne m'attendais pas à cette intensité de la fissure qui est venue avec la fissure. Et puis pour d'autres, pour moi c'est ça, cette traversée en ce moment. Pour d'autres, pour toi qui m'écoutes, t'as eu ou tu as d'autres traversées. Et quelle que soit cette traversée, pouvoir revenir dans la régulation et retrouver la sécurité, c'est le cadeau le plus précieux. Et donc c'est l'apprentissage le plus important qu'on puisse faire. Je pense à cette phrase de Christiane Singer en terminant cet épisode. Tout homme a en lui l'histoire entière de l'humanité. Tout homme a en lui l'histoire entière de l'humanité. C'est exactement ça. C'est ça. Notre expérience, elle est unique et elle est universelle en même temps. On a tous et toutes des traversées différentes et en même temps, on a tous et toutes des traversées. On traverse la peur, l'impuissance, la souffrance. Qui n'a jamais traversé de souffrance physique dans sa vie? Personne. Qui n'a jamais fait d'expérience d'impuissance? Personne. Qui n'a jamais eu peur? Personne. Tout homme a en lui l'histoire entière de l'humanité. Et c'est pour ça que ce podcast résonne en toi. Et que même si mes partages, ils sont souvent personnels, je sais qu'ils trouvent des échos chez vous. Vous me le dites, vous m'envoyez des messages. Donc, à nouveau, merci. Merci d'être ici. Si tu es mère, si tu es père, parent, il y a plein de façons de parenter. Un merci tout particulier pour ce que tu fais chaque jour, chaque heure, pour tes enfants, pour le monde. Et à tout le monde, si tu veux commencer ce travail, si tu te sens prête, clique sur le lien dans les show notes pour recevoir mon programme gratuit. Fais le test anxiété, tu recevras ce petit programme gratuit qui est vraiment un excellent point de départ pour commencer le travail somatique. Tu peux aussi consulter les informations directement sur le programme Arise. Tous les liens sont dans les show notes. À tous, à toutes, je vous exprime ma profonde gratitude et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et bien sûr, voilà, si vous avez des retours, des choses qui ont résonné en vous dans cet épisode qui était particulier, un petit peu plus personnel encore que d'habitude, je reçois toujours vos messages avec gratitude et le cœur ouvert. Donc vous pouvez m'écrire, bien sûr, sur Instagram, c'est le plus facile. Envoyez-moi un petit message. À très vite.